Bonjour à tous et bienvenue à ce premier point de l'actualité sur RTI 1, ouvert hier en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Le premier séminaire gouvernemental pour l'année 2013 se poursuit aujourd'hui. Il réunit la quasi-totalité des ministres et il sera question d'adopter un programme de travail gouvernemental pour l'année 2013. Occasion également pour les ministres de faire le bilan de leurs activités menées en 2012. Les explications de Viviane Haïma. Le séminaire gouvernemental consacré à l'adoption du PGT 2013, c'est-à-dire le programme de travail du gouvernement durant l'année 2013, s'est réuni ce mardi matin au palais présidentiel. Tous les ministres étaient présents. Le président de la République en a présidé l'ouverture. Ce séminaire gouvernemental, tout comme le précédent qui s'est tenu en 2011, toujours au palais présidentiel, va permettre, comme l'a expliqué le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, au gouvernement d'harmoniser son travail en définissant des actions prioritaires et en adoptant un plan d'action cohérent. Un volet de ce séminaire sera consacré au bilan de l'action gouvernementale au cours de l'année 2012. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'adoption du programme de travail gouvernemental est un moment fort du processus de travail gouvernemental. En effet, le PTG permet au gouvernement de se doter d'un plan d'action cohérent, lui donnant une claire visibilité et lisibilité et induisant ainsi pour lui la capacité de mesurer son efficacité et de faire une bonne évaluation de ses résultats. Nous savons que nos compatriotes attendent du gouvernement qu'il tienne ses engagements, lesquels ont été consignés notamment dans le plan de développement PND 2012-2015. Et le PTG, qui est la traduction annuelle du PND, est un instrument d'impulsion de l'action gouvernementale qui fait ressortir les activités devant être concrétisées sur le terrain par les différents ministères, chacun selon ses attributions. Un autre problème récurrent auquel j'entends apporter une réponse à partir du PTG est celui de la programmation des projets de texte et de communication inscrits à l'ordre du jour des conseils. Le PTG, une fois adopté, devrait faciliter la programmation glissante des projets de loi, de décrets et de communication en conseil de gouvernement et en conseil de ministres. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui veut impulser cette clarté à l'action gouvernementale, a recommandé aux ministres de n'avoir qu'une seule et unique préoccupation au cours de leurs travaux, le bien-être de la population. À plusieurs occasions, j'ai interpellé certains ministres, le ministre chargé de l'énergie par rapport aux coupures d'électricité, le ministre chargé des infrastructures pour les problèmes d'eau à Yopougon et ailleurs. Donc ce sera une occasion de dire quelle réponse vous donnerez à nos compatriotes sur ces différents manquements. Nous savons tous qu'en raison du déficit de développement que nous avons connu depuis de nombreuses années, nos compatriotes attendent beaucoup de nous, bien sûr en matière de sécurité, mais au-delà. Dès lors, il importe que chaque membre du gouvernement redouble d'efforts et d'imagination afin d'apporter des solutions concrètes aux besoins et aux attentes de nos populations. C'est un défi que le gouvernement devra s'atteler à relever au cours de cette année afin que chaque ménage puisse ressentir davantage les retombées des efforts déployés, notamment l'assainissement du cadrage macroéconomique, la gestion rigoureuse des ressources, qui conduisent bien sûr à une croissance forte et inclusive. Vous comprendrez donc l'intérêt particulier que revêtent les travaux de ce séminaire et l'intérêt que j'accorde personnellement à vos travaux. Le conclave ministériel s'achève mercredi après-midi. Les ministres présenteront alors leur copie au président de la République. Le président de la République du Liban, le général Michel Souleymane, accompagné d'une forte délégation libanaise, est attendu ce jeudi en Côte d'Ivoire à l'invitation du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Le renforcement des relations entre les deux pays est au centre de cette visite officielle. En Côte d'Ivoire, la communauté libanaise est estimée à plus de 80 000 personnes. Alors je vous propose d'aller à la découverte du Liban avec Alborassa.
Créée en 1920 par la France, la République du Liban est un État du Proche-Orient, en grande partie montagneux. Sa superficie, 10 450 km². Il partage ses frontières avec la Syrie au nord, l'État d'Israël au sud, le bassin levantin à l'ouest et la mer Méditerranée à l'est. Sa capitale est Beyrouth. Le pays a adopté sa première constitution en 1926. La monnaie, la livre libanaise. Une livre libanaise équivaut à 0,33 francs CFA. La population du Liban est estimée à plus de 4 millions d'habitants, composée de sunnites, de chiites et de maronites. La langue officielle est l'arabe. Première langue étrangère, le français. Il est parlé par 45% de la population. 30% de cette population, en plus de l'arabe, parle l'anglais. Du fait de sa composition pluriconfessionnelle, le Liban est doté d'un système politique fondé sur une répartition du pouvoir proportionnelle au poids de chaque communauté religieuse. C'est le confessionnalisme. L'économie de ce pays est basée sur l'agriculture, le commerce, le tourisme, les services. Son emplacement géographique, sa richesse en eau, et ses montagnes dominant le Proche-Orient, son ouverture sur la Méditerranée et son climat tempéré lui donnent une importance stratégique, économique, politique et même militaire. C'est pour cela qu'il a été le lieu d'un brassage de plusieurs civilisations et de cultures. C'est le président de ce pays, Michel Sleiman, qui sera les jours à venir en visite officielle en Côte d'Ivoire. Cette information, en bref, une mission conjointe du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement sera à Abidjan ce mercredi 13 mars pour procéder à la 3e revue du programme économique et financier 2012-2014. Ce programme, je le rappelle, est financé par la facilité élargie de crédit. Cette 3e revue prend fin le mercredi 27 mars prochain. Le ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso, a reçu l'ensemble des partenaires œuvrant dans le secteur de l'emploi et des affaires sociales. Cela en vue de les engager à soutenir la stratégie nationale de protection sociale. La rencontre a eu lieu au cabinet du ministre au plateau. Emma Niamia nous en parle. En Côte d'Ivoire, seulement 10% de la population ont accès à une protection sociale. Les bénéficiaires sont pour la plupart des salariés et leurs ayants droit. Quant au monde paysan et aux opérateurs du secteur informel, rares sont ceux qui bénéficient de ce privilège. C'est donc cette disparité que le gouvernement entend corriger pour permettre à tout citoyen ivoirien d'avoir accès aux services sociaux de base. Une stratégie nationale de protection sociale a donc été élaborée par le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Sa mise en œuvre va coûter la bagatelle de 400 milliards de francs CFA. Pour engager tous les partenaires techniques et financiers dans ce projet, le ministre d'État en charge des Affaires sociales, Moussa Dosso, a rencontré l'ensemble des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Nous l'avons esquissé devant nos partenaires techniques pour qu'ensemble, cette stratégie nationale de protection sociale soit le plus largement discuté et qu'ensemble on puisse arrêter un document, un véritable plan et dont la mise en œuvre va s'en trouver aisée, mais surtout, le fait que tous ces partenaires aient contribué et bien que le financement puisse être trouvé. Pourquoi une stratégie nationale de protection sociale? La question a été expliquée aux différents partenaires techniques et financiers à travers un exposé. Les échanges qui s'en sont suivis leur ont permis de se faire une idée de ce projet qui permettra l'accès équitable à des services sociaux de qualité pour l'ensemble de la population. Pour la phase pilote de la mise en œuvre de cette stratégie nationale de protection sociale, les structures les mieux organisées comme la MIGEFSI, les filières et véhicules et Oléa Jeunesse vont servir de boussole. Le programme national de santé mentale, en partenariat avec la Croix-Rouge française basée en Côte d'Ivoire, adopte une nouvelle stratégie avec les ONG pour venir en aide aux personnes traumatisées lors de la crise post-électorale. En effet, plus de 2 millions de personnes ont été traumatisées lors de cette crise. Un atelier a été organisé hier par le programme national de santé mentale pour dégager des solutions. Francis Boifo. À 50 ans, Simone Konan Afoui a déjà 10 ans de crise derrière elle. Après une première partie de vie à Sakassou, c'est à Bobo, deux villes où elle connaît l'horreur en 2002 et 2011 à la suite des crises militaro-politiques. Depuis, elle est malade. Elle fait une dépression nerveuse. Ce pays est vécu. Je ne peux pas, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu.
mon mari, moi, mes enfants. Maintenant, là, ça va. À l'étranger, au Mali, plus de 95% de la presse et des radios privées ont suivi la journée presse morte pour réclamer la libération d'un journaliste arrêté. Boukari Dao a été arrêté pour avoir publié une lettre ouverte attribuée à un officier de l'armée au front qui critique le capitaine Sanogo. Reportage. Opération presse morte à Bamako, les journalistes maliens ont décidé de poser leur stylo pour exiger la libération de Boukari Daou, directeur du journal Le Républicain, arrêté le 6 mars par la sécurité d'État. Cette arrestation fait suite à la publication d'une lettre ouverte d'un officier malien combattant dans le Nord, dénonçant le salaire mirobolant du capitaine Sanogo. L'association des éditeurs de presse demande la libération immédiate de leurs confrères. Aucun journal ne va paraître, aucune radio ne va diffuser à partir de ce soir 0h jusqu'à la libération de Boukari Daou, de notre confrère Boukari Daou. Pendant que nous mourons dans le désert, affirme cette lettre ouverte, le capitaine putschiste Sanogo, qui a mis le pays dans la situation que nous connaissons, bénéficie d'un salaire de 4 millions de francs CFA, soit 6 000 € par mois. Si cette décision n'est pas annulée, nous cesserons de combattre, affirme cette lettre ouverte, signée d'un certain capitaine Touré. Cette arrestation vise sans doute à identifier l'auteur de cette lettre. Le journaliste ne révèle pas sa source, ça je ne l'apprendrai pas à quelqu'un. Et malheureusement, c'est ce qu'on veut aujourd'hui qu'il fasse. Ça, c'est une violation flagrante des principes qui lient un journaliste à sa source. Pousser les troupes. Lors d'une conférence de presse lundi à Nouakchott, le président Traoré a justifié cette arrestation par le risque de démoralisation des troupes. Je pense qu'il outrepasse quelque peu la liberté de presse et ses droits. Je pense donc qu'il a été interpellé pour que nous puissions en savoir davantage. Et je pense que dès que cela sera fait, il sera libéré. Alors que les troupes maliennes sont impliquées dans la sécurisation du nord du pays, l'ancien capitaine putschiste Amadou Aya Sanogo a été officiellement investi en février à la tête d'un comité de réforme de l'armée. Hier au Vatican, premier jour de vote pour élire un nouveau pape et première fumée noire. Les cardinaux réunis dans la chapelle Sistine ne sont pas parvenus à désigner un nouveau pape. Le vote se poursuit aujourd'hui, mais déjà hier, la fumée noire a déçu les milliers de curieux et de fidèles rassemblés à la place Saint-Pierre dans l'attente du résultat de ce premier scrutin. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI1 pour suivre le reste de nos programmes.